Son père était malade. Ses parents étaient pauvres. Elle partit pour la ville avec un seul rêve, les rendre fiers. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que la femme qui lui avait promis de l'aider était secrètement impliquée dans le trafic de jeunes filles. Lorsqu'elle refusa de vendre son corps, elle fut jetée dehors, sans abri et sans espoir. Elle erra dans les rues, vendant de l'eau pour survivre. Puis un jour, au fond d'un buisson, elle tomba sur un homme mourant, abattu et abandonné par des hommes armés. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cet homme était milliardaire et que lui sauver la vie changerait complètement la sienne. Vous ne voulez pas manquer cette histoire puissante, émouvante et transformatrice, pleine de leçons qui resteront avec vous. Alors, installez-vous, détendez-vous, prenez votre popcorn. Plongeons dans ce voyage inoubliable. Et si vous venez de découvrir cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification et n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si cette histoire touche votre cœur. Le soleil du matin n'était pas encore levé, mais Véronica était déjà sur le chantier, ses mains blanches de ciment, son dos trempé de sueur. Elle était la seule femme parmi des dizaines d'hommes, et pourtant, elle travaillait plus dur que tous. Son foulard était bien noué, ses paumes pleines d'ampoules, son jean déchiré aux genoux. Mais elle s'en moquait. Elle n'avait pas le luxe de s'en soucier. Elle travaillait pour garder son père en vie. Véronica n'avait que 22 ans, mais la vie avait vieilli son esprit. Son père, Panandi, autrefois un enseignant fier, était maintenant alité dans leur petite maison en terre à Augie River, dans l'état d'Enugu. Une étrange maladie l'avait frappé 2 ans plus tôt. Depuis, il dépérissait, son corps frêle, sa voix faible. Sa mère, Mama Véronica, restait à ses côtés jour et nuit, le lavant, le nourrissant, priant pour un miracle. Ce miracle n'était jamais venu. Alors, Véronica devint le miracle qu'ils espéraient. Elle avait abandonné l'école, pris une pelle et rejoint une équipe de construction. Pendant que d'autres filles de son âge couraient après les mariages et les selfies, Véronica mélangeait sable et ciment, soulevait des blocs plus lourds que ses rêves. « Cette belle fille ne se fatigue pas ?» demanda un ouvrier en se moquant. « Elle travaille comme un homme, rien d'autre. Sa force dépasse la mienne. » Mais Véronica ne leur prêtait pas attention. Chaque goutte de sueur était pour papa. Chaque ampoule était un sacrifice. Chaque naira gagné allait directement à l'achat de médicaments et de nourriture. Cet après-midi-là, alors que le soleil brûlait la terre rouge sous ses pieds, une SUV noire s'arrêta près du chantier. Ses pneus soulevèrent un nuage de poussière, attirant tous les regards. Une femme en descendit, vêtue de dentelle, des bijoux en or cliquetant à chaque pas. Ses lunettes de soleil hurlaient l'argent de la gosse. Son parfum la suivait comme une traînée de pouvoir. « Madame P », murmurèrent les ouvriers. Véronica leva les yeux, tenant toujours un seau de ciment. Madame P inclina la tête, perplexe. « C'est une fille. » Elle s'approcha, ses talons hauts s'enfonçant légèrement dans le sable. « Toi, comment tu t'appelles » Véronica posa le seau et essuya son visage avec le bord de son chemisier. « Véronica, ma. Tu es une femme et tu fais ce genre de travail. »« Oui, ma. » Madame P la fixa longuement. « Tu es forte. J'aime ça. Et tu es très belle, même couverte de ciment. » Véronica sourit timidement. « Merci, ma. Et si je te disais que je peux changer ta vie ?» Véronica cligna des yeux. « Changer ma vie, ma. Je vis à Lagos. Je gère des affaires. J'aide des filles comme toi. Viens avec moi. Je te donnerai un travail 10 fois meilleur que celui-ci. Tu n'auras plus à porter des blocs. » Les mains de Véronica tremblèrent légèrement. Elle n'avait jamais entendu de telles paroles. « Vous êtes sérieuse ?» Madame P hocha la tête. « Je vois du potentiel en toi. » Ce soir-là, Véronica ne pouvait contenir son excitation. Elle rentra chez elle, le visage rayonnant. Sa mère nourrissait Panandi de bouillie lorsqu'elle fit irruption. « Mama, papa, Madame P a dit qu'elle m'emmène à Lagos. » Sa mère laissa tomber la cuillère. « Lagos. Elle m'a promis un meilleur travail, plus d'argent, plus de portage de blocs. Elle dit qu'elle voit du potentiel en moi. » Son père toussa faiblement. « Véronica, sois prudente. Elle est de notre village, papa. Madame P elle aide les gens. Je dois essayer, pour vous,
pour Mama. Cette nuit-là, ils ne dormirent pas. Mama Véronica resta assise par terre, pleurant en silence. Son unique enfant, son pilier, partait pour la ville. Papa appela Véronica près de lui et posa une main tremblante sur sa tête. « Ma fille, que tu ne sois jamais déshonorée. Que la ville t'accueille favorablement. Que tu reviennes plus grande que lorsque tu es partie. » Véronica hocha la tête, retenant ses larmes. « Je vous rendrai fière. » Le lendemain matin, tout le quartier regarda la SUV de Madame P arriver. Véronica serra son père dans ses bras. « Je reviendrai avec de l'argent pour ton traitement, » murmura-t-elle. Sa mère la serra contre elle, pleurant sur son épaule. « Ne laisse pas la ville changer ton cœur. » Véronica monta dans la voiture. Alors que la SUV s'éloignait, elle regarda par la fenêtre et vit ses parents devenir de plus en plus petits. Elle ne le savait pas encore, mais la ville ne l'accueillait pas à bras ouverts. Elle se préparait à la briser. Le trajet jusqu'à Lagos fut long et chaud, mais Véronica le remarqua à peine. Ses yeux étaient rivés sur les fenêtres. Elle n'avait jamais quitté l'état d'Enugu auparavant. Chaque ville qu'il traversait, chaque panneau publicitaire, chaque grand bâtiment semblait être un pas vers un nouveau monde, un monde meilleur. Madame P parlait peu. Elle passait la plupart du temps à faire défiler son téléphone et à passer des appels professionnels brefs et secs. « Non, non, transfère l'argent maintenant. Je n'accepte pas les excuses, » aboya-t-elle dans le téléphone. Véronica resta assise en silence à côté d'elle, essayant de ne pas s'agiter, son sac de vêtements glissait sous ses pieds. Quand elles arrivèrent enfin à Lagos, ce fut comme entrer dans un rêve. Des bâtiments imposants grattaient le ciel. Les routes étaient animées et grouillantes. La circulation était chaotique, mais vivante. Partout, les gens semblaient pressés, poursuivant quelque chose. Ce n'était rien comme le village poussiéreux d'Oji River. Le cœur de Véronica battait d'espoir. Peut-être, juste peut-être, sa vie allait changer pour toujours. La voiture de Madame P s'engagea dans un domaine fermé à Lekki. C'était plus beau que tout ce que Véronica avait jamais vu. Des murs hauts, des portails électriques, des trottoirs étincelants et des pelouses taillées. Elles s'arrêtèrent devant un grand duplex peint en blanc ivoire, avec des parterres de fleurs qui semblaient appartenir à un film. Le chauffeur de Madame P ouvrit la portière, et Véronica sortit, serrant son petit sac. « Bienvenue dans ta nouvelle vie, » dit Madame P en souriant. À l'intérieur de la maison, c'était comme entrer dans un palais. Des carreaux de marbre, des lustres immenses, des canapés si doux qu'ils vous engloutissaient lorsque vous vous asseyiez. Véronica resta immobile, les yeux écarquillés, n'osant même pas toucher quoi que ce soit. « Tu resteras ici avec moi pour le moment, » dit Madame P en lui tendant une serviette. « Va te rafraîchir. Il y a de la nourriture dans le frigo. » Véronica n'en croyait pas ses oreilles. Elle prit une douche dans une salle de bain avec de l'eau chaude. Elle mangea du riz avec du poulet, pas le poulet osseux du village, mais des cuisses juteuses et charnues. Cette nuit-là, elle dormit sur un vrai matelas avec des draps propres, sans moustiques, sans seau d'eau près du lit. Elle pleura en silence, non pas des larmes de tristesse, mais des larmes d'espoir. Le lendemain, elle se réveilla tôt, s'habilla soigneusement et attendit Madame P mais aucune mention d'un travail ne vint. Au lieu de cela, Madame P lui dit de se détendre. « Profite de toi. Tu as travaillé trop dur toute ta vie. Laisse la gosse te chouchouter un peu. » Véronica hocha la tête, incertaine mais reconnaissante. Un jour passa, puis 2, puis 4, une semaine. Pas de travail, pas d'explication. Elle regardait la télévision, surfait sur Internet, aidait à nettoyer la maison ici et là, mais elle devenait agitée. Chaque jour de retard était un jour de plus où son père ne recevait pas de traitement. Un soir, elle trouva le courage de demander « Ma, s'il vous plaît, quand vais-je commencer le travail que vous m'avez promis ?» Madame P sourit depuis son canapé, sirotant du vin rouge. « Ce soir. » Véronica cligna des yeux. « Ce soir. » « Oui, ta première mission arrivera ce soir. Sois prête. » Véronica s'inclina. « Merci, ma. » Elle se précipita dans sa chambre et commença à repasser la seule robe décente qu'elle avait. Dans son cœur, elle était certaine que ce devait être un travail de nuit, peut-être réceptionniste d'hôtel, femme de ménage, voire gardien de sécurité de nuit. Peu importait.
Elle était prête. Mais à 20 heures, Madame P frappa à sa porte et entra, tenant un sac de courses. « Mais ça, » dit-elle en le jetant sur le lit. Véronica ouvrit le sac, et son cœur se serra. À l'intérieur se trouvait une petite robe rouge, à peine assez de tissu, juste des bretelles et des courbes serrées. Elle leva les yeux. « Je ne comprends pas. » Le ton de Madame P changea. « Tu vas sortir avec un client. Il a payé pour toi. Mets-la. » Véronica se figea. « Payer pour moi? » « Oui. Il aime les filles fraîches du village. Ne fais pas l'idiote. Tu n'es pas ici pour cuisiner et nettoyer. C'est la gosse. » La voix de Véronica tremblait. « Mais je pensais que vous me donniez un vrai travail. » « Vous avez dit. » Madame P claqua son verre de vin sur la table. « C'est le travail, et tu gagneras 10 fois ton salaire de maçon en une nuit. Souris et sois gentille. » Véronica recula. « Je ne peux pas. Je ne suis pas une prostituée. »« Alors dégage, » dit froidement Madame P, « prends ton sac et va-t'en. » Véronica resta figée. « Dehors à 7 heures dans une ville inconnue ? » « Dehors !» cria Madame P. « Tu crois que je dirige une œuvre de charité ? Tu crois que je t'ai nourri gratuitement ? Sors avant que j'appelle la sécurité. » Véronica attrapa son sac en nylon, le cœur battant. Sans chaussures, sans argent, sans idée d'où elle était. Le portail claqua derrière elle. Elle se tenait dans la rue sombre et silencieuse, les lumières de la gosse soudainement froides et cruelles. Quelques heures plus tôt, elle était pleine d'espoir. Maintenant, elle était sans abri dans une ville qui se moquait qu'elle vive ou meure. Le portail se referma derrière elle avec un bruit sourd qui résonna dans la rue vide. Véronica resta figée sur le trottoir devant le manoir de Madame P, tenant un sac en nylon usé contenant ses vêtements et un vieux téléphone cassé sans carte SIM. La rue était calme, sauf pour les klaxons lointains et le bourdonnement d'un transformateur à proximité. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Quelques heures plus tôt, elle regardait Netflix sur un canapé moelleux dans une pièce climatisée, en mangeant du riz frit. Maintenant, elle était pieds nus dans la nuit froide de la gosse, confuse, effrayée et humiliée. La robe qu'elle portait couvrait à peine ses cuisses. Ses tresses étaient défaites. Sa voix tremblait. « Mon Dieu, qu'ai-je fait de mal ?» Elle pensait à son père, malade et en attente. À sa mère, qui croyait qu'elle était en sécurité. Si seulement ils savaient que leur fille était maintenant échouée, sans nulle part où aller, dans une ville qui ne connaissait pas son nom. Elle marcha sans savoir où elle allait. Un agent de sécurité d'un domaine siffla. « Et, où vas-tu comme ça, petite ? T'es une de ces filles qui traînent la nuit ?» Elle ne répondit pas. Elle continua à marcher, se serrant fort contre elle. Les rues de la gosse la nuit n'étaient pas accueillantes, surtout pour des filles comme elle. Des hommes ralentissaient leur voiture, baissaient leurs vitres, proposaient de l'emmener. D'autres lui criaient des choses suggestives. Un homme la suivit pendant 3 rues, murmurant « T'es plus belle que toutes ces filles d'Instagram. Viens dans ma voiture, je te traiterai comme une reine. » Elle courut. Finalement, elle trouva un abribus vide et se recroquevilla sur le banc. Mais même cela ne dura pas. Vers minuit, un groupe de jeunes voyous arriva, sentant l'alcool. « Cette fille ne va pas bien ici », bredouilla l'un d'eux. Un autre rit. « Peut-être qu'elle va nous rejoindre ce soir. » Véronica sauta du banc et courut à nouveau. À 2 heures du matin, elle n'eut d'autre choix que de s'accroupir près d'un kiosque fermé, utilisant son sac comme oreiller et son pagne comme couverture. Le sol était froid, et les moustiques se régalaient de ses jambes. Son estomac grognait. Son dos lui faisait mal. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle les essuya avec colère. « Je ne pleurerai pas », murmura-t-elle. « Je ne suis pas faible. » Mais à l'intérieur, elle était brisée. À l'aube, les gens commencèrent à balayer les rues. Véronica se leva, épousseta son pagne et lava son visage à un tuyau qui fuyait au bord de la route. Une femme vendant des accaras à proximité la regarda avec suspicion, mais ne dit rien. Elle n'avait pas d'argent. Elle se souvenait des derniers mots de Madame P. « Sors avant que j'appelle la sécurité. » Cette femme l'avait attirée hors du village avec des promesses d'une vie meilleure, pour ensuite essayer de la vendre à un homme comme un morceau de viande. Cette pensée faisait trembler Véronica de rage. Ce matin-là, elle décida une chose.
elle préférerait mourir de faim plutôt que de vendre son corps. Elle commença à frapper aux portes. D'un magasin à l'autre, elle plaidait. « S'il vous plaît, ma, je cherche un travail de ménage. N'importe quoi. Je peux laver, balayer. » La plupart l'ignoraient. Certains hommes lui disaient de revenir. « Mais assure-toi de porter une jupe courte la prochaine fois », ajoutait l'un avec un clin d'œil. Un autre, propriétaire d'une boutique, sembla gentil au début. Il lui dit d'attendre à l'intérieur, puis ferma lentement la porte et se pencha près d'elle. « Je peux te donner 20 000 aujourd'hui. Juste une nuit avec moi. » Véronica s'enfuit avant qu'il ne finisse sa phrase. Le soir, ses jambes étaient gonflées d'avoir marché toute la journée. Sa gorge brûlait. Son estomac était vide. Elle s'assit sous un pont, entourée de garçons de rue et de mendiants. Certains fumaient. Une fille allaitait un bébé. Une autre riait follement toute seule. Véronica se recroquevilla dans un coin, utilisant son pagne comme couverture, ignorant les rats qui couraient à proximité. Elle murmura à travers ses dents serrées, « Je ne mourrai pas ici. Je survivrai. Je rendrai papa fier. Je le ferai. » Cette nuit-là, malgré la peur, la puanteur et la solitude, Véronica fit un vœu. Peu importe le temps que cela prendrait, elle se relèverait. Mais jamais, jamais, elle ne se vendrait pour y arriver. Au 4e matin sous le pont, Véronica cessa d'espérer qu'on viendrait la sauver. L'espoir, réalisait-elle, était un luxe, et elle n'avait plus les moyens de se permettre des luxes. Son corps était devenu plus maigre. Ses joues n'avaient plus la douceur d'autrefois. Sa peau sombre, autrefois éclatante, semblait maintenant poussiéreuse et sèche après des jours sous le soleil et des nuits exposées au vent. Mais son esprit restait intact. Ce matin-là, elle rejoignit un groupe de colporteurs rassemblés près d'un kiosque près de Wuz. Ils portaient des seaux remplis d'eau en sachets réfrigérés, appelés « Pure Water ». Véronica les observa. Des filles de son âge, certaines encore plus jeunes, portant des bassines sur la tête, se faufilant dans la circulation de la gosse, criant « Eau à 50 Nera. Achetez votre eau froide. » Une fille nommée Chao, avec des yeux vifs et une langue acérée, remarqua Véronica à proximité. « Tu veux vendre ou mendier ?» demanda Chao. « Je veux vendre », répondit doucement Véronica. Chao la jaugea de haut en bas. « T'as de l'argent pour acheter de l'eau ?» Véronica secoua la tête. Chao siffla. « Alors va trouver un autre moyen de survivre. » Mais une vieille femme vendant des plantains grillés à proximité intervint. « Donne-lui un seau. Laisse-la essayer. Si elle ne te rend pas l'argent, maudis-la. » Chao donna à contre-cœur à Véronica un petit bol rempli de sachets froids. « Si tu vends tout, ramène 800 Nera. Le reste est à toi. Si tu abîmes mon eau, tu verras ma colère. » Véronica hocha la tête, soulevant le bol sur sa tête. La première fois qu'elle s'aventura dans la circulation, ses mains tremblaient. Les voitures klaxonnaient. Les chauffeurs de bus criaient. Les receveurs juraient. Un homme rit et s'éloigna, mais pas avant de murmurer « L'orgueil va te tuer ». Mais Véronica n'était pas orgueilleuse. Elle était désespérée. Désespérée de garder le peu qu'il lui restait, sa dignité. Certaines nuits, la police venait et les chassait, criant « Dégagez d'ici. Vous voulez transformer ce pont en chambre ?» Elle courait avec son pagne et son seau, se cachant derrière des kiosques. D'autres nuits, la pluie tombait soudainement, trempant tout. Elle se recroquevillait sous une table abandonnée, serrant ses jambes pour se réchauffer, murmurant des prières dans le vent. Pourtant, elle vendait de l'eau le jour et refusait de se vendre la nuit. Certaines des autres filles se moquaient d'elle. « Tu joues la sainte, mais la sainteté aide qui a la gosse. » Elle ne répondait pas, mais au fond d'elle, elle s'accrochait à son vœu comme à de l'oxygène. Une nuit, après une longue journée de vente, Véronica s'assit sous le pont, regardant le ciel. Les étoiles scintillaient faiblement à travers le brouillard de la ville. Elle murmura dans l'air, « Mon Dieu, je sais que tu me vois. Ne m'oublie pas. S'il te plaît, ne laisse pas cela être ma fin. » Elle ne le savait pas encore, mais le lendemain, alors qu'elle essayait de se soulager dans les buissons derrière l'autoroute, sa prière serait exaucée de la manière la plus inattendue. C'était un après-midi chaud et poussiéreux. La circulation de la gosse était bloquée sur des kilomètres, et le soleil pesait lourdement dans le ciel,
brûlant chaque parcelle de peau exposée. Véronica se frayait un chemin entre les voitures à l'arrêt sur l'autoroute, criant « Eau pure, eau froide, 50 Naira ». Son seau était à moitié vide, sa gorge sèche, ses épaules douloureuses. Elle n'avait pas mangé de la journée. Alors que la circulation commençait enfin à avancer, une soudaine pression dans son ventre la força à s'arrêter. Elle avait besoin d'aller aux toilettes de toute urgence, mais il n'y avait pas de toilette publique à proximité, et même s'il y en avait, elle n'avait pas d'argent pour payer. Elle regarda autour d'elle nerveusement, puis se souvint d'un terrain broussailleux derrière l'autoroute, un coin de verdure oublié envahi par les mauvaises herbes et les ordures. Serrant son seau, elle marcha rapidement vers cet endroit. En s'enfonçant dans l'ombre des arbres, elle s'accroupit derrière un buisson épais et tenta de se soulager rapidement. L'odeur de la terre humide et des ordures en décomposition emplissait l'air. Mais juste après avoir terminé et ajusté son pagne, elle l'entendit. Une voix, faible, brisée, lointaine. « À l'aide. S'il vous plaît, quelqu'un. Aidez-moi. » Véronica se figea. Elle tourna lentement la tête, le cœur battant. La voix se fit entendre à nouveau. « S'il vous plaît, ne me laissez pas mourir. » La peur et la curiosité s'affrontaient en elle. Prudemment, elle avança sur la pointe des pieds dans la direction de la voix. Les buissons craquaient sous ses pieds. Son cœur battait plus fort à chaque pas, puis elle le vit. Allongé derrière une pile de vieux pneus cassés, un homme en costume déchiré. Sa chemise blanche était trempée de sang. Ses mains étaient attachées dans le dos. Ses jambes étaient liées. Son visage était enflé, et une profonde entaille sur son front suintait de sang. Ses lèvres tremblaient. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement, avec difficulté. Véronica étouffa un cri. Elle lâcha son seau et courut vers lui. L'homme ouvrit faiblement les yeux. En voyant son visage, il murmura « S'il vous plaît, ne me laissez pas mourir. » Puis il perdit connaissance. Véronica resta figée, son esprit en ébullition. Que était-ce? Qui était-il? Était-ce un piège? Mais quelque chose en elle se mit en mouvement. Cet homme était en train de mourir. Il avait besoin d'aide. Sans réfléchir davantage, Véronica se baissa et tenta de le soulever. Il était lourd, au moins 2 fois son poids, mais l'adrénaline et le désespoir lui donnèrent de la force. Elle le traîna à travers l'herbe, pouce par pouce, jusqu'à ce qu'ils atteignent le bord de la route. Les taxis passaient sans s'arrêter. Elle se planta au milieu de la route, agitant frénétiquement les bras. « S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît. » La plupart des chauffeurs klaxonnaient et faisaient des écarts. Certains regardaient mais continuaient. Puis enfin, un vieux taxi poussiéreux s'arrêta en crissant. « C'est quoi ça? » cria le chauffeur. « S'il vous plaît, monsieur, j'ai besoin d'aide. Il est en train de mourir. Emmenez-nous à l'hôpital le plus proche. S'il vous plaît. » Le chauffeur regarda l'homme inconscient à l'intérieur. « J'espère que tu vas me payer. »« Je paierai, je le jure. »« Allez-y. » Véronica aida le chauffeur à hisser l'homme sur la banquette arrière. Elle s'assit à côté de lui, tenant sa main, priant en silence. « Ne mourrez pas, monsieur. S'il vous plaît, ne mourrez pas. » À l'entrée de l'hôpital, le chauffeur de taxi exigea 1500 Naira. Véronica ouvrit son sac. Elle n'avait que 1100 Naira, tout ce qu'elle avait gagné ce jour-là. « S'il vous plaît, monsieur, c'est tout ce que j'ai. » Le chauffeur la regarda, siffla et partit. Dans la salle des urgences, les infirmières levèrent à peine les yeux. « C'est votre parent ? » demanda l'une d'elles. « Non, mais il est en train de mourir. »« Où est son dépôt ? » ?»« Je n'ai plus d'argent. Mais il a besoin d'aide. S'il vous plaît. » L'infirmière secoua la tête. « Pas de dépôt, pas de traitement. » La voix de Véronica se brisa. « S'il vous plaît, ne le laissez pas mourir. Il était attaché, abandonné dans les buissons. Il n'a personne. » Elle tomba à genoux. Après plusieurs minutes de supplication, le médecin apparut enfin. Il vérifia le pouls de l'homme et cria « Nous devons le stabiliser maintenant. » « Mais monsieur, dit l'infirmière, nous avons besoin de sang. Son groupe est au positif, et notre banque est vide. »« Je lui donnerai le mien, dit Véronica sans réfléchir. Ils la regardèrent. « Vous êtes sûr ? » « Oui,
Prenez-le. En quelques minutes, l'aiguille était dans son bras. Le sang s'écoulait de son corps déjà faible dans un sac. Elle était étourdie, la tête légère, mais elle s'en moquait. Cet homme, cet inconnu, devait vivre. Mon Dieu, murmura-t-elle, si c'est ma mission, je l'accepte. 1 heure plus tard, alors qu'elle était assise sur un banc dans le couloir, sa vision se brouilla, sa tête bascula, et elle s'effondra. Son corps heurta le sol avec un bruit sourd. Une infirmière se précipita. La fille qui l'a amenée vient de s'évanouir. Donnez-lui du glucose. Elle n'a pas mangé depuis des jours, cria le médecin. Et dans la salle d'urgence, l'homme commença à remuer. Le corps de Véronica s'effondra comme un arbre abattu. Un instant, elle était assise faiblement sur un banc à l'extérieur de la salle des urgences, regardant le monde se brouiller en lumière tournoyante et murs blancs. L'instant d'après, sa vision devint noire. « Madame, madame, infirmière !» cria un passant alors que sa forme inerte touchait le sol froid de l'hôpital. Une infirmière se précipita, s'agenouillant à côté d'elle. « Elle est brûlante. Pas de tension, pouls faible. Elle a donné son sang tout à l'heure », cria un médecin depuis la salle d'urgence. « Mettez-lui une perfusion immédiatement. » Les infirmières soulevèrent doucement Véronica et la placèrent sur un brancard, la conduisant dans une autre salle. Elles insérèrent une perfusion dans sa veine fragile. Sa peau était froide, ses lèvres sèches, son pouls faible. « Qui est-elle » demanda une infirmière. « Elle a amené l'homme qui était attaché dans les buissons », répondit l'autre. « Elle a payé le taxi. Elle nous a supplié de le soigner. Et maintenant, elle est là, effondrée comme ça. Pas de famille, pas de pièce d'identité, pas de téléphone, rien. Et pourtant, elle a donné son sang pour sauver un inconnu. Qui fait ça à la gosse ?» Pendant ce temps, dans la salle d'opération d'urgence, l'homme qu'elle avait sauvé, celui qu'elle avait traîné à travers les buissons, payé avec son dernier néra et à qui elle avait donné son sang, ouvrit enfin les yeux. L'électrocardiogramme bipait régulièrement. Ses yeux clignaient lentement, s'ajustant aux lumières crues au-dessus. Sa gorge était comme du papier de verre. Il essaya de parler, mais un râle sortit. « Quoi ? De l'eau ?» Une infirmière se pencha. « Vous êtes à l'hôpital, monsieur. Vous êtes en sécurité. » L'homme regarda autour de lui, confus. Que s'est-il passé ? « On vous a trouvé attaché et ensanglanté dans les buissons. Vous êtes resté inconscient pendant près de 4 heures. Une fille vous a amené ici. Elle vous a sauvé la vie. » L'homme cligna des yeux. « Une fille. Elle est dans la salle d'accent grave côté maintenant. Elle s'est effondrée après avoir donné son sang pour votre transfusion. » L'homme tenta de se redresser. « Emmenez-moi vers elle. »« Monsieur, vous venez juste de reprendre conscience. »« J'ai dit emmenez-moi vers elle, » grogna-t-il. Sa voix était faible, mais son ton portait le poids du pouvoir. De l'autorité. L'infirmière s'arrêta, sentant que cet homme n'était pas n'importe qui. Avec des jambes tremblantes, il descendit du lit, toujours dans ses vêtements déchirés et tachés de sang. La perfusion dans sa main vacillait alors qu'il marchait lentement vers la salle voisine, guidé par l'infirmière. La porte grinça en s'ouvrant. Là, elle était, Véronica, allongée sur le lit d'hôpital, le visage pâle, les bras attachés à une perfusion. Son pagne était encore sale des buissons. Son corps semblait fragile, comme si elle pouvait disparaître dans les draps à tout moment. L'homme resta dans l'embrasure de la porte un long moment, sans respirer. Il avança lentement, douloureusement, jusqu'à être à côté d'elle. Puis il murmura « Tu m'as sauvé ». Sa voix se brisa. Véronica remua, ses yeux s'ouvrant en papillonnant. Elle sembla confuse au début, puis le vit. « Vous êtes réveillé », murmura-t-elle. « Je le suis », dit-il en s'abaissant près de son lit. « Grâce à toi. » Elle tenta de se redresser, mais il l'arrêta doucement. « Ne bouge pas. Tu es faible. Je pensais que vous alliez mourir. » Il détourna le regard un instant. « J'y étais presque, mais toi, tu m'as traîné hors des buissons, appelé un taxi, payé avec ton dernier argent, supplié ces médecins de m'aider, et donné ton propre sang. » Véronica baissa les yeux. « Je ne pouvais pas vous laisser là. Je ne pouvais pas. »« Pourquoi » demanda-t-il doucement. «
Des larmes emplirent ses yeux. Parce que même si personne ne me voit, j'ai encore un cœur. Cette simple phrase le frappa comme un coup de tonnerre. Il s'assit à côté d'elle, abasourdi. Cette fille, maigre, sans abri, pieds nus, sans nom, avait montré plus d'humanité que quiconque dans son monde depuis des années. Je te promets, dit-il, sa voix tremblante de conviction, ta vie ne sera plus jamais la même. À cet instant, un homme en costume noir fit irruption dans la chambre d'hôpital, haletant. Monsieur, Dieu merci, nous vous avons retrouvé, monsieur. Tout le monde vous cherchait. L'homme leva une main. Plus tard, Isaac. Plus tard. L'homme en costume hocha la tête et resta près de la porte, regardant Véronica avec une expression confuse. L'homme se tourna vers Véronica. Comment vous appelez-vous? Elle hésita. Véronica, Dénugu. Il tendit la main. Véronica, je suis Chif Madu, président du groupe Madu. Et à partir de ce moment, je te dois ma vie. Véronica fixa l'homme assis près de son lit d'hôpital, incertaine d'avoir bien entendu. Chif Madu. Ce nom ne lui était pas inconnu. Même dans les rues, elle avait entendu des murmures à son sujet. Le magnate de la technologie qui avait bâti le groupe Madu de toutes pièces. L'un des hommes les plus riches du Nigeria. Un homme discret. Un mystère pour les médias. Un géant dans le monde des affaires. Et maintenant, cet homme était assis à côté d'elle, portant des vêtements déchirés, des blessures encore fraîches, ses yeux remplis de quelque chose qu'elle n'attendait pas d'un milliardaire. De la gratitude. Tu ne sais pas ce que tu as fait pour moi, dit-il, sa voix rauque mais stable. Véronica baissa les yeux sur ses doigts, sa voix à peine audible. J'ai seulement fait ce que j'espérais que quelqu'un ferait pour mon père, s'il était dans cet état. Chif Madu hocha lentement la tête. Il se tourna vers son assistant, Isaac, toujours debout à la porte. Règle les factures, tout. Oui, monsieur. Isaac se précipita dehors. Les infirmières avaient déjà commencé à chuchoter derrière les rideaux. C'est Chif Madu, le vrai. Elle l'a sauvé. Cette fille. Mon Dieu. Chif Madu la regarda à nouveau. Tu sembles encore faible. Tu as besoin de nourriture. De vraie nourriture. Véronica sourit faiblement. Ça ira. Non, tu ne vas pas juste aller bien. Véronica, tu m'as donné ton sang. Le moins que je puisse te donner, c'est une nouvelle vie. Elle cligna des yeux, stupéfaite par le poids de ces mots. Était-ce encore réel ou un étrange et magnifique rêve créé par la faim et l'épuisement? Le soir, Isaac revint avec une infirmière poussant un plateau. Jus de fruits frais, riz jollof, plantain frit, poisson grillé et eau chaude. Véronica regarda le plateau comme si elle regardait de l'or. Chif Madu sourit. Mange, s'il te plaît. Elle n'hésita pas. À chaque bouchée, la faim fondait de ses os, et pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit humaine à nouveau. Alors que la perfusion s'écoulait dans sa veine, elle se détendit enfin contre le lit. Mais son cœur portait encore des questions. Comment en êtes-vous arrivé là, monsieur? Demanda-t-elle doucement. Chif Madu prit une profonde inspiration. J'ai été kidnappée. Véronica étouffa un cri. Il continua. C'était une opération planifiée. Ma voiture a été interceptée. Mon chauffeur a disparu. J'ai été aveuglée et emmenée dans un endroit inconnu. Ils m'ont battue pendant des jours. Ils ont exigé 50 millions de Naira. Avez-vous payé? Il hocha la tête. Isaac s'en est occupé. Ils ont obtenu l'argent, mais après l'avoir reçu, ils ont décidé de me tuer quand même. Ils disaient que j'étais un risque. Ils m'ont droguée, attachée et abandonnée dans les buissons pour mourir. Les yeux de Véronica s'écarquillèrent. Ils vous ont laissé comme ça. Ils pensaient que je ne survivrais pas. Et honnêtement, je ne pensais pas survivre non plus jusqu'à ce que tu apparaisses. Elle resta silencieuse un long moment, puis dit, « Vous étiez destiné à vivre, monsieur. Dieu a encore du travail pour vous. » Il la regarda attentivement. « Et peut-être que tu fais partie de ce travail. » Elle bougea sur le lit, incertaine de comment répondre. Quelques instants plus tard, une équipe d'agents de sécurité privée arriva. Chif Madu sortit pour leur parler. Isaac resta avec Véronica.
Le jeune homme la regarda avec curiosité. Sais-tu qui tu as vraiment sauvé? Véronica sourit faiblement. Je commence à comprendre. Isaac baissa la voix. Chief Madhu n'est pas juste riche. Il est puissant, connecté. Des gens meurent pour s'approcher de lui. Et toi? Tu l'as traîné hors d'un buisson à main nue. Véronica détourna le regard. Je ne l'ai pas fait pour l'argent. Je l'ai fait parce que c'était juste. Isaac hocha lentement la tête. Et c'est pourquoi ça compte. Bientôt, Chief Madhu revint, maintenant changé en vêtements propres apportés par son équipe. Toujours simple, mais élégant. Il ressemblait à nouveau à l'homme des gros titres. Il se tourna vers Véronica. Prépare-toi. Demain, nous quittons l'hôpital. Tu viens avec moi. Les yeux de Véronica s'écarquillèrent. Monsieur, je ne peux pas. Je ne sais même pas quoi. Chut. Il leva la main. Dis juste oui. Elle le regarda, sans voix, les larmes montant à ses yeux. Oui, murmura-t-elle. Cette nuit-là, allongée dans son lit d'hôpital, elle ne pouvait pas dormir. Pas parce qu'elle avait peur, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus peur de demain. Le lendemain matin, Véronica fut autorisée à sortir. Elle portait une simple robe à fleurs qu'Isaac avait achetée dans une boutique la veille, ainsi que de nouvelles pantoufles. Ses cheveux, encore rugueux et non coiffés, étaient attachés en chignon. Elle ressemblait à une fille qui essayait encore de se rattraper. Mais il y avait maintenant une nouvelle lumière dans ses yeux, une flamme discrète d'espoir. Chief Madhu l'attendait à l'entrée de l'hôpital avec son équipe de sécurité personnelle et une Range Rover noire élégante. Quand Véronica sortit, il ouvrit lui-même la portière de la voiture. « Rentrons à la maison, dit-il. »« À la maison ?» Elle ne comprit pas ce qu'il voulait dire jusqu'à ce qu'ils arrivent. La voiture s'arrêta devant un vaste manoir blanc à Ikoyi, entouré de hauts murs de marbre, de caméras de sécurité et d'un portail en fer poli qui s'ouvrait automatiquement. Un jardin luxuriant s'étendait comme une cour royale, avec des haies taillées et des fontaines dorées. Véronica resta figée en descendant de la voiture, serrant son petit sac en nylon qui contenait encore ses 2 vieux pagnes. Elle n'en croyait pas ses yeux. La maison ressemblait à un palais. Une domestique en uniforme ouvrit la porte vitrée et s'inclina légèrement. « Bienvenue, monsieur. Bienvenue, madame. Madame. » Le cœur de Véronica fit un bond. À l'intérieur, c'était encore plus surréaliste. Des lustres en cristal pendaient du plafond. Les sols étaient en carrelage italien importé qui reflétait ses pieds nus. Des tableaux ornaient les murs, et une musique douce jouait en fond. « C'est votre maison ?» demanda-t-elle, incrédule. « Oui, » dit Chief Madhu avec un petit sourire. « Et c'est aussi ta maison maintenant. » Véronica se tourna brusquement. « Non, monsieur. Je ne peux pas vivre ici. Je ne suis pas. Tu m'as sauvé la vie. Ce n'est pas une dette que je peux rembourser avec de simples mots. Mais, non, mais, tu te reposeras ici. Tu seras en sécurité. Tu mangeras et dormiras en paix. C'est le moins que tu mérites. » Ses yeux brûlaient. Elle n'avait jamais été dans une maison avec un ventilateur de plafond fonctionnel, encore moins une avec la climatisation et des œuvres d'art importées. Une domestique la guida à l'étage, dans une chambre d'amis. La pièce était plus grande que toute la maison de sa famille. Un lit king size avec des draps en soie blanche, une salle de bain avec une douche chaude et du savon parfumé à la rose, une coiffeuse avec des lotions dont elle ne savait même pas prononcer les noms. Véronica se tenait au centre, figée, ne sachant pas si elle devait s'asseoir ou rester debout. « Ma, » dit doucement la domestique, « vous pouvez vous laver. Je vais apporter de la nourriture. » Elle hocha la tête. Dans la salle de bain, elle fixa son reflet. Son visage semblait mince, ses yeux fatigués, mais elle sourit. Pour la première fois depuis toujours, elle sourit sincèrement, pleinement. Après s'être douchée, on lui donna une robe confortable, et on l'appela en bas dans la salle à manger. Un repas à 3 plats, poulet en sauce crémeuse, riz basmati, jus d'orange frais, des couverts impeccables. Véronica mangea lentement, incertaine de quel couvert utiliser, mais personne ne rit. Personne ne jugea. Plus tard dans l'après-midi, Chief Madhu l'invita dans le jardin. L'air était paisible.
Les oiseaux chantaient dans les arbres fruitiers. Une table en marbre trônait au centre avec 2 chaises. Véronica s'assit prudemment. Chif Madu s'assit en face d'elle. Son ton était plus doux maintenant, paternel. Parle-moi de toi. Véronica hésita. Il n'y a pas grand-chose à dire. Essaie. Elle s'ouvrit lentement, au début. Elle parla de son père, un enseignant à la retraite, maintenant alité et malade. De sa mère, qui travaillait comme un âne pour les nourrir. Du travail qu'elle avait pris comme maçon pour les maintenir en vie. Et enfin, de Madame P, elle a dit qu'elle me donnerait un travail. Elle a menti. Quand j'ai refusé de coucher avec l'homme qu'elle a ramené, elle m'a jeté dehors. Les yeux de Chif Madu s'assombrirent. Cette femme paiera pour ce qu'elle t'a fait. Je m'en fiche d'elle maintenant. Je veux juste aider mes parents. La santé de mon père décline. Nous n'avions même pas les moyens de faire des analyses de sang, encore moins un traitement. Chif Madu resta silencieux un long moment, puis parla doucement. Et si je te disais que je peux faire transporter ton père à l'étranger pour un traitement? La tête de Véronica se releva d'un coup. Monsieur. Je m'occupe de tout. Soutien médical complet, hôpital privé, vol, ta mère aussi, si nécessaire. Elle couvrit sa bouche. Les larmes vinrent rapidement. Mais pourquoi? Pourquoi faites-vous tout cela pour moi? Demanda-t-elle. Il la regarda droit dans les yeux. Parce que tu m'as donné quelque chose que personne d'autre n'a fait. De l'humanité. Quand je n'avais rien, pas même un nom. Tu m'as sauvé. Il se leva et marcha vers l'entrée. Oh, et encore une chose. Il revint avec une petite valise noire et la posa doucement devant elle. Elle l'ouvrit. 200 000 $ en liquide. Véronica étouffa un cri, sa poitrine se serra. Elle recula, tremblante. Je ne peux pas accepter ça. Tu peux et tu le feras. Utilise-le pour construire un avenir, pas seulement pour toi, pour ta famille, pour chaque fille qui pense que la dignité ne peut pas survivre à la pauvreté. Véronica s'effondra sur la chaise, secouée. Elle n'avait pas de mots, juste des larmes. Le genre de larmes qui viennent quand la douleur rencontre enfin la paix. Le soleil filtrait doucement à travers les manguiers dans le jardin de Chif Madu cet après-midi-là, projetant une lueur dorée et chaude sur les carreaux de marbre et les fleurs en pleine floraison. Les oiseaux chantaient en fond, mais Véronica n'y prêtait pas attention. Elle était assise d'un côté de la table de jardin blanche, la mallette ouverte de dollars encore devant elle comme un rêve dont elle ne pouvait se réveiller. Les larmes coulaient sur son visage, non pas de douleur, mais d'une gratitude écrasante. En face d'elle, Chif Madu observait en silence. Il n'interrompit pas. Il connaissait le poids de ce moment. Lui-même avait pleuré ainsi autrefois, lorsque quelqu'un lui avait donné sa première chance. Véronica leva enfin les yeux. « Monsieur, vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi. » Chif Madu se pencha en arrière sur sa chaise. « Je ne le sais peut-être pas, mais je sais ce que tu signifies pour moi. Tu m'as sauvé la vie quand tu n'avais aucune raison de le faire. Et tu n'as rien demandé. » Véronica secoua la tête. « Je ne voulais pas que vous mouriez. Je ne savais même pas que vous étiez riche. » Il sourit. « Exactement. » Chif Madu continua. « Demain matin, mon jet sera prêt. Tes parents seront transportés en Inde pour un traitement médical complet. Tu iras avec eux. J'ai déjà tout arrangé. » Véronica couvrit à nouveau sa bouche, secouant la tête d'incrédulité. « Ton père mérite une chance de vivre, et ta mère mérite du repos. Tu m'as donné une seconde chance à la vie, Véronica. Maintenant, je t'en donne une. » Elle se leva lentement, puis s'approcha de lui et tomba à genoux. Chif Madu la releva doucement. « Non, tu ne t'agenouilles pas devant moi. Tu te tiens droite, car après tout ce que tu as traversé, tu es plus forte que la plupart des gens que je connais. » Elle le regarda dans les yeux. « Merci. Merci, monsieur. » Mais avant qu'elle ne puisse finir, il posa autre chose sur la table. Un document de propriété. Un bungalow de 3 chambres. À ton nom. Tu ne seras plus jamais sans abri. Véronica se figea. Monsieur, c'est trop. Pas pour quelqu'un qui a donné son sang à jeune. Pour un homme qu'elle ne connaissait même pas. Il y eut une pause, une longue pause paisible.
Véronica recula et leva les yeux vers le ciel. Elle pouvait voir les nuages se déplacer lentement. Il y a quelques jours, elle vendait de l'eau, esquivait les voyous, dormait sous un pont. Maintenant, elle se tenait dans le jardin d'un milliardaire, tenant les clés d'une nouvelle vie. Elle murmura doucement pour elle-même. « Papa, tu vas enfin recevoir l'aide dont tu as besoin. » Les larmes coulèrent à nouveau, mais elles n'étaient pas amères cette fois. Elles étaient pleines de joie, de guérison, de Dieu. Chif Madu la regarda avec la fierté discrète d'un père. « Ce n'est pas de la charité, Véronica. C'est une récolte. Tu as semé la bonté, et maintenant tu récoltes ton destin. » Alors que la brise du jardin faisait frissonner les feuilles, Véronica prit une profonde inspiration, puis murmura « Merci, mon Dieu, pour ce miracle. » Et avec cela, son histoire, autrefois bâtie sur les épreuves, la trahison et la souffrance, tourna sa dernière page vers quelque chose de bien plus grand. La rédemption. Moralité de l'histoire, la bonté et l'intégrité ne passent jamais inaperçues. Même lorsque le monde vous tourne le dos, rester fidèle à vos valeurs vous mènera à votre destin. L'histoire de Véronica prouve que la dignité face à l'adversité est puissante, et qu'un seul acte de compassion peut ouvrir des portes que même l'argent ne peut ouvrir. Nous espérons que vous avez aimé cette histoire puissante. Partagez vos pensées et dites-nous quelles leçons vous en avez tirées dans la section des commentaires. Nous aimerions avoir votre avis. Et devinez quoi? Une autre histoire inspirante et éducative arrive dans quelques jours. Alors, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être les premiers à la voir lorsqu'elle sortira. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis et votre famille. Merci beaucoup d'avoir regardé. Restez inspirés et que Dieu vous bénisse.